On dénombre près d'1 million d'Autochtones au Québec et au Canada. Ils habitent des territoires de superficie variables, dispersés dans tout le pays. La population autochtone constitue une riche mosaïque culturelle. Cependant, elle est confrontée à de nombreux problèmes économiques, sociaux et politiques. Quelques questions restent en suspens, dont nous tentons de répondre lors des prochaines périodes. Ces questions sont: qui sont les Autochtones du Québec et du Canada? Où vivent-ils? Quelle est leur réalité? Et enfin, quelles sont leurs revendications? Ce n'est pas d'hier que je me questionne à propos des Autochtones du Québec et du Canada. Il n'est pas rare d'entendre parler en mal à propos des Premières Nations. On fait beaucoup état des privilèges dont jouiraient les Autochtones du Québec en vertu de la loi sur les Indiens. Une question reste en suspens. Existe-t-il encore des préjugés sur les Autochtones du Québec? Papa, j'aimerais comprendre quelque chose. Ah oui, à quel sujet? Il y a un gars à mon école qui se fait dire des choses pas correctes. Comment ça, des choses pas correctes? Les élèves disent des choses assez bizarres. Il y en a qui le traitent de sale indien qui paie pas ses taxes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas si grave que ça. Ah oui? Tu sais, ma belle, les Indiens sont des peuples de privilégiés qui dépendent de la société. Ils profitent d'avantages fiscaux incroyables. Moi, ma chérie, je paie 50% de mon salaire en impôts. Imagine si tout le monde se faisait entretenir comme ça par le gouvernement. C'est sûrement pas une bonne chose à faire. Ce genre de propos semble assez régulier et est souvent transmis de génération en génération. Voici un autre exemple de scène qui peut avoir un impact encore plus négatif, et ce, en particulier par le ton cru et agressif du message véhiculé. Vous êtes en onde avec Roger Duplain, il est 7h57 minutes, on prend un premier appel. Monsieur Duplain, je vous appelle suite aux propos honteux que vous avez tenus la semaine passée. Je trouve que vous n'êtes pas très renseigné sur la question autochtone. Je n'aime pas vous entendre appuyer des articles d'actualité qui dénigrent de façon flagrante les Autochtones. Je trouve que vos propos de la semaine passée sont nuancés. J'aurais aimé obtenir la ligne au bon moment pour vous remettre à votre place. Bon, qu'est-ce qui vous a scandalisé de cette façon, madame? Mais la façon dont vous parlez de la loi sur les Indiens et cette manière de déclarer que les Indiens sont des nations de privilégiés, je trouve que vous nagez dans l'excès. Madame, vous savez comme moi que la loi sur les Indiens en fait des enfants gâtés qui n'ont aucun intérêt à abandonner les privilèges donnés. On a fait des exploiteurs qui ne paient ni taxes ni impôts. Vous exagérez, monsieur. Vous ne pouvez pas penser tout ce que vous dites à propos de ces soi-disant privilèges. Madame, vous vous cachez la tête dans le sable. Ils ont tous les privilèges et ne veulent aucune responsabilité. Ils nous coûtent cher, puis le fédéral devrait cesser d'entretenir. C'est ça l'autonomie. Il y a des responsabilités qui vont avec. L'autonomie, qu'on le donne aux plus sacrants, mais après, on coupe le robinet. De tels énoncés, exprimés ouvertement lors d'émissions radiophoniques de Ligne ouverte ou dans des lettres de lecteurs de grands quotidiens, portent un jugement dur et définitif sur les communautés autochtones. Et le ton est particulièrement blessant. Cela démontre beaucoup d'ignorance et d'incompréhension. Nous voulons en savoir davantage. Nous avons toujours la vision des non-autochtones à propos de données socio-économiques traitant des Premières Nations. Donc, qu'est-ce que des droits ancestraux? Les droits ancestraux de ces gens sont leur droit d'être sur un lieu, de vivre à leur façon sur ce territoire et d'être respectés en se faisant, si on veut. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que des droits ancestraux? Oui, certainement. Les droits ancestraux, ce sont des droits qui sont reconnus par la Constitution, c'est-à-dire la loi suprême au Canada, qui permet aux Autochtones d'exercer donc certains droits, comme par exemple des droits de chasse. Alors, les Autochtones peuvent, au Canada, même s'il y a des lois provinciales qui l'interdisent, ou fédérales, chasser, contrairement à d'autres citoyens qui ne sont pas autochtones. OK, d'accord. Est-ce que ça fait d'eux autres qui ont des droits, qui ont plus de droits que les non-autochtones? Est-ce que c'est de même qu'ils comprennent ça? Ou les droits ancestraux, est-ce que ça donne certains privilèges ou quelque chose comme ça? D'une certaine façon, oui, effectivement. Les droits ancestraux, ce sont des droits qui sont spécifiques aux Autochtones et qui leur donnent des droits donc particuliers.
que d'autres, que les autres citoyens au Canada n'ont pas. OK. Droit de réclamer certaines façons de faire sur certains lieux, si on veut, très simplement. Monsieur Picard, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que la loi sur les Indiens? Oui, la loi sur les Indiens, c'est une loi fédérale qui vise un groupe d'individus. Donc, ce sont les Indiens, les personnes qui sont d'origine autochtone, une partie des Autochtones au Canada et qui prévoit différentes règles en ce qui les concerne. OK. De façon plus spécifique, premièrement, ça établit pour chacune des communautés des territoires. La loi prévoit, par exemple, qui est en droit d'être inscrit comme Indien au sens de la loi. Ça établit ce qu'on peut comparer aux municipalités, c'est-à-dire les conseils de bande qui ont les pouvoirs de réglementer sur la réserve. OK. Et puis ça, c'est le gouvernement fédéral qui gère ça? Effectivement, c'est le gouvernement fédéral qui donc, a édicté cette loi-là et c'est le ministère des Affaires indiennes qui est responsable de son application. C'est une loi qui voulait vraiment en finir de toutes ces justement revendications, de tous ces problèmes que causait une population autochtone non satisfaite ou non réglementée d'un point de vue canadien, d'un point de vue britannique. Des choses, une loi qui a été très dure sur les Autochtones, qui pouvait peut-être paraître une bonne solution, mais qui était vraiment l'ultime façon d'éteindre ou d'étouffer une société qui aurait eu besoin plutôt d'épanouissement après tous les guerroiements et les compressions, les répressions qu'ils ont subies. Alors, on entend souvent parler en mal des Premières Nations, parler négativement à propos de la taxation puis de certains privilèges qu'ils ont. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens, souvent non autochtones évidemment, pour atténuer leurs propos? Un exemple, juste un exemple. On peut dire bien des choses, mais si on parle, disons, territoire, un exemple qui toucherait peut-être des gens d'ici un peu et qui est assez d'actualité, tout simplement l'année passée, on parlait de revendication de territoire dans ce qu'on appelle la seigneurie de Sillery, qui est une bande de terre assez large, là, qui va du fleuve jusqu'à vers Wendake d'aujourd'hui, et qui ramasse alors Sillery, des coins de Sainte-Foy, et qui touche Cap-Rouge un peu, probablement, qui touche certainement l'ancienne Lorette, Loretteville, etc. Alors, les gens se demandent, mais pourquoi c'est les Hurons? Pourquoi une société comme ça peut, eux qui sont si petits, qui demeurent dans un village très restreint, etc., comment ces gens-là peuvent venir avec une revendication comme ça? Souvent, on n'arrive pas à se l'imaginer. On entend souvent parler très négativement de la part de non-autochtones à propos de la taxation en ce qui a trait aux Autochtones. On entend souvent des propos très négatifs qui sont émis. Qu'est-ce que vous pourriez dire, M. Picard, pour nuancer ou pour atténuer ces propos-là qui sont très négatifs de la part des non-autochtones vis-à-vis des Autochtones? Bien, c'est vrai, effectivement, qu'il y a un régime particulier de taxation qui concerne les Autochtones. Par contre, il faut mettre ça en contexte. Ce régime-là n'existe que sur les réserves. Donc, dès qu'un Autochtone est situé à l'extérieur d'une réserve, il va payer la taxation. Je vous donne un exemple. Moi, si je vais acheter un bien à l'extérieur de la réserve, même si je suis Indien, je vais payer la taxe. OK. Mais si vous restez à la réserve, par contre, là, vous ne payez pas d'impôts. Est-ce que vous payez... puis est-ce que vous allez payer des impôts sur votre revenu, sur votre salaire, si vous restez en dehors de la réserve? Quant à l'impôt sur le revenu, lorsqu'une personne travaille sur la réserve, en fait, lorsqu'un Autochtone travaille sur la réserve, il va être exempté du paiement des impôts. Par contre, dès qu'il travaille à l'extérieur de la réserve, il va devoir payer l'impôt. Il faut comprendre que le nombre d'emplois disponibles sur réserve, en tout cas
dans ma communauté sont somme toute limités de telle sorte qu'il y a beaucoup de nos membres qui travaillent à l'extérieur de la réserve et donc qui paient des impôts. Plus du régime de non-taxation sur réserve, il y a aussi un régime d'insaisissabilité. Ce que ça veut dire que pour avoir des prêts, c'est plus difficile sur réserve. En fait, on ne peut pas donner en garantie une maison à une banque pour obtenir un prêt. Ça veut dire qu'un Autochtone qui veut s'acheter une maison ne peut pas avoir un prêt de la banque comme moi et comme n'importe qui que je connais qui est non autochtone, qui vit en dehors d'une réserve? Exactement. OK. On leur donne donc un terrain assez vaste, mais comme ils s'installent plus à l'écart un peu, bien peu à peu, comme il y a des demandes de gens qui viennent d'outre-mer, etc., d'avoir des bouts de ferme, des bouts de terrain pour continuer eux aussi à se trouver une nouvelle vie. Parfois, ça pouvait être les missionnaires, ça pouvait être d'autres qui, normalement les missionnaires qui géraient ces terres, ils disaient, si on concède un petit bout de terrain à la famille Robitaille, si on donne un bout de terrain à la famille tel et tel terrien, disons, etc., on arrive, on ne dérangera pas trop les Hurons qui ont voulu se mettre un peu dans le coin plus reculé de leur seigneurie. Et peu à peu, il s'est fait légalement toutes sortes de transactions un peu au nom, mais surtout avec certains biens territoriaux des Hurons. Et peu à peu, ces gens-là se sont fait manger leurs terres. À un point tel qu'à un moment donné, eux qui étaient installés près de ce qu'on connaît aujourd'hui, l'ancienne Lorette, deviennent trop envahis par tout le monde qui vient s'installer sur le territoire qui est leur seigneurie, si on veut, et ils se décident de déménager et donc de créer une nouvelle Lorette. Donc l'ancienne Lorette demeure et devient très non-autochtone, si on veut, et la nouvelle Lorette, qui est la jeune Lorette qu'on disait à l'époque, devient le lieu où on connaît Wendake aujourd'hui. Alors ces gens-là, par exemple, aujourd'hui, se rendent compte que l'invasion a été aussi complète ou si complète que finalement leurs terres, qui sont les terres qui bordent des endroits comme la sortie Legendre quand on descend du boulevard Charret, les terres qui montent vers l'aéroport, l'ancienne Lorette, etc. Toutes ces terres-là étaient réellement les leurs, officiellement reconnues par le gouverneur de la Nouvelle-France. Et tout à coup, c'est tout le monde d'autre qui a les papiers légaux pour s'en porter acquéreur, pour y vivre. Et eux, maintenant, sont restreints dans un territoire tellement petit, là j'oublie la grandeur de leur communauté, que, comme d'autres sociétés, ils ont des familles, ils ont des besoins de bâtir, de vivre, non seulement de façon traditionnelle, mais de subvenir à leurs besoins. Tout à coup, ils voient que pour réclamer certains droits qu'ils avaient autrefois, c'est une bataille, c'est une montagne légale monstrueuse. Alors, c'est un peu une anecdote là, qui fait voir un aspect de droits qui ont été brimés là, au cours des années. Il y en a 1000 comme ça, des cas, des situations. Qui n'a jamais entendu parler d'altercation entre les Blancs et les Autochtones? Crise d'Oka, 1990. De vives tensions existaient depuis bien longtemps entre Mohawks et Québécois. Mais ce qui mit le feu aux poudres fut la décision de la ville d'Oka d'accorder un permis à un promoteur québécois afin de raser une partie d'un cimetière ancestral Mohawk dans le but d'agrandir un terrain de golf. Voilà un conflit qui devint vite un véritable bourbier.
cette nuit, eh bien, un peloton a décidé, un peloton ou un commando de 4 militaires a décidé d'investir le territoire Mohawk pour aller voir de visu ce qui s'est passé. Et durant leur incursion, eh bien, ils ont tombé face à face avec un premier warrior et il y a eu, ce warrior-là a appelé à l'aide et 4 autres warriors se sont présentés. Donc, il y a eu un combat entre 4 militaires et on nous dit 5 warriors. Et il y a eu un warrior d'extrêmement blessé. On nous parlait du côté warrior que cette personne était presque inconsciente. Pourquoi toute cette violence? Les Autochtones en général connaissent-ils bien la culture des Blancs et vice-versa? Les gens ont tendance à être très critiques lorsque les Autochtones revendiquent des droits bien précis. Nous pouvons constater un refus de reconnaître les droits des Premières Nations. Le Québec compte 11 nations autochtones qui sont divisées en 54 communautés dont la taille varie de quelques centaines à quelques milliers de personnes. Ces communautés vivent dans des environnements très différents. Certaines sont établies près des grands centres urbains, d'autres ne sont accessibles que par des chemins forestiers, par avion ou par bateau. Les idées préconçues et les préjugés véhiculés par une grande partie de la population non autochtone doivent changer puisqu'ils montrent une flagrante ignorance et un manque de connaissances à propos des affaires autochtones. Nous devons en savoir plus à propos des Premières Nations et ce, pour un meilleur partenariat et une meilleure cohabitation. Il faut donc que les deux parties abandonnent le pouvoir que l'un a sur l'autre. Comme vous l'avez sûrement deviné, nous traiterons du territoire autochtone lors des prochaines périodes. Par vos apprentissages, vous serez en mesure de porter un jugement critique à propos de certains préjugés. Nous tenterons donc de mieux cerner les réalités des diverses nations amérindiennes du Québec qui sont au cœur de leurs revendications. Porter un jugement critique pour contrer à propos de ça. OK. Attends un peu. Go! Séquence 11, crise 14. Comme vous l'avez sûrement deviné, nous traiterons du territoire autochtone lors des prochaines périodes. Par vos apprentissages, vous serez en mesure de parler plus fort pour couvrir le son de l'autobus! Séquence 11, prise 15. Comme vous l'avez sûrement deviné, C'est un break. Ah ouais! Séquence 11, prise 16. Comme vous l'avez sûrement deviné. Mais non, là, faut que j'aille l'arracher. Ah ouais, go! Séquence 11. Ready.